Alors, je vais me présenter une seconde. Je m'appelle Thierry Dumont. J'ai eu le plaisir aussi d'être RH pendant plus de 25 ans avant de devenir indépendant et puis de faire différentes choses, dont de la formation. Donc, voilà pour moi. Et puis, je demandais gentiment, je suppose que pour les nombreux participants des différentes associations RH, vous connaissez votre président, mais pas nécessairement dans d'autres cantons. Donc, alors, on va commencer par ordre alphabétique, par Fribourg. Bonjour, mon nom est Stéphane Roll, je suis président d'HR Fribourg, bien sûr. Professionnellement, je suis actif chez Groupe Connect, où je suis le responsable du développement du personnel, d'une part. Et à côté de ça, j'ai aussi mon entreprise pour faire des formations et du coaching. Donc Christian Berson, président de l'association HR Genève, et moi j'ai ma société de conseil en ressources humaines au sens large qui travaille sur différents éléments, beaucoup de conseils, un peu de recrutement et parfois du coaching. Et on finit par le Valais, Ludovic. Oui, alors Ludovic Bruchet, président d'HR Valais, mais employé au service du personnel de l'État de Vaud. Comme tout le monde l'a certainement vu et on est en train de parler beaucoup aujourd'hui de tout plein d'études liées au télétravail. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement a touché beaucoup de monde. Beaucoup de personnes qui pensaient que ce n'était pas réalisable de faire du télétravail devront changer d'avis. Et puis nous, ce qui a changé beaucoup aussi, ce qui a mis en exergue pas mal de choses, c'est la capacité de réaction et d'adaptation des équipes, qu'elles soient techniques, parce qu'il y a eu beaucoup d'impact sur les équipes techniques des secteurs informatiques, des entités pour fournir des outils pour faire du télétravail, par exemple. Puis les entités qui s'occupent de la santé au travail, pour les retours des collaborateurs à la place de travail, c'était pas un test, c'était un cas pratique, un cas réel dans lequel il a fallu réagir très très vite. Et je pense que là, sur ces deux points-là en tout cas, on voit que sur le futur, ce sera plus la même chose. Et de un, on sera, je pense, mieux préparé. Puis de deux, pour l'anticipation par rapport à un futur peut-être Covid ou autre qui pourrait arriver, je pense qu'on sera plus prêt maintenant. Malheureusement, il a fallu avoir un cas réel pour mettre en place ces choses. Voilà ce qui m'a le plus marqué. Après, on peut aller dans le détail dans la discussion. Stéphane. Alors, si on regarde sous l'angle du télétravail, je pense que ce Covid, c'est vraiment une opportunité. Les gens qui pourraient avoir des réticences face au changement ont dû, quelque part, mettre en œuvre certaines mesures. Expérimenter Zoom, expérimenter Teams ou Infomaniac, il y a plein d'outils qui sont apparus, certains qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et puis, chacun y va de sa petite expérience personnelle dans un coin et il l'apporte aux autres. Alors, ça commence par savoir qu'il faut couper son micro. Ça, c'est quelque chose qui maintenant va bien. Au départ, on a tous les micros qui sont ouverts, on a des échos dans tous les coins, puis on a l'impression que faire du télétravail, ça ne peut pas marcher. Donc, on a déjà passé un cap qui est déjà très positif à mon avis. Ici, je vais prendre la question de manière un peu plus globale sur comment j'ai vécu le Covid. C'est la première question que tu nous avais posée en préparation. Ouais. Et moi, je l'ai vécu comme un entrepreneur, c'est-à-dire que je l'ai très très mal vécu au début. Et ce que j'ai très mal vécu, c'est l'intrusion de l'État dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, avec des personnes qui m'expliquaient comment il fallait faire, ce que j'avais le droit de faire et de ne pas faire. Donc, je suis passé par une phase un peu de rébellion. Ensuite, je suis passé par une phase plus docile dans laquelle je me suis dit, tiens, finalement, ça a l'air d'être un gros truc, donc il faut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et puis essayer de trouver des solutions. Et puis ensuite, dans une phase beaucoup plus pratique, de se dire, puisque c'est là, puisque ça peut revenir, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement et comment on peut faire en sorte, comme te le disait un prédécesseur avant, d'être mieux préparé pour la prochaine fois, puis de ne pas retomber dans des choses mises en place très vite. Puis il y a eu des choses très positives dans ce qu'on a vu. Moi, j'avais des clients qui me disaient que le télétravail chez eux, ce n'était pas possible à cause de la nature de l'activité et puis qu'ils l'ont mis en place en 2 jours. Et puis ensuite, il y a eu des choses qui étaient un peu moins positives pour moi. C'est qu'on a parfois mis le télétravail en marche sans trop réfléchir
aux règles du jeu. Alors, il y a l'aspect du micro, évidemment, qui est important, hein, des règles du jeu, mais aussi comment est-ce qu'on viendra en arrière, comment on va demander aux gens de revenir travailler. Et c'est des choses sur lesquelles on va devoir encore travailler pas mal, à mon avis, pour s'assurer que ça reste un outil de travail, mais que ça ne devienne pas quelque chose où on est un peu hors contrôle. Et juste, je terminerai là-dessus, j'ai entendu 2-3 sociétés ces dernières semaines qui me disaient qu'elles avaient demandé à des collaborateurs de revenir au travail qui ne revenaient pas, et qui étaient un peu désarmés par rapport à ça. Et évidemment, ça pose pas mal de questions en termes de gestion RH. Ok. Donc, vous avez tous évoqué le télétravail comme étant un changement majeur. Est-ce que, évidemment, technique, ça va de soi, mais aussi au niveau, je dirais, comportement, est-ce que ça a changé quelque chose fondamentalement de travailler en remote? Est-ce qu'au niveau de la manière, des comportements, des relations interpersonnelles, des relations d'équipe, qu'est-ce que vous avez observé en Je bien et pense en que ce qui est intéressant, c'est que le passage d'un à l'autre est assez violent. On passe de zéro télétravail à 100% de télétravail quasiment dans certaines entreprises. Et là, pour certains, on passe de 100% à zéro ou à 1 ou 2. Et effectivement, là, la relation, la corrélation entre les deux, elle est compliquée pour les gens parce que quand on passe au début, les gens ont tendance à dire ouais, on n'est pas prêt, on ne sait pas travailler en télétravail, on ne sait pas est-ce qu'on aura les outils nécessaires pour le faire. Pendant 2 mois, ils ont vu que ça pouvait fonctionner. Et je pense dans l'ensemble, ça a quand même plutôt bien fonctionné dans les entreprises qui l'ont mis en place quand c'était bien équipé, bien fait. Nous, on a cette expérience à l'État de Vaud. On avait plusieurs milliers de personnes qui ont passé du jour au lendemain en télétravail. Le retour, après, il se fait progressivement. Après, c'est chaque entité, chaque service qui définit comment on revient. Et là, nous, on a fait l'expérience. Depuis le 8 juin, on est on est tous retournés au bureau avec une ouverture beaucoup plus large qu'avant au télétravail. Parce qu'avant, c'était très restreint. On avait 6 personnes en télétravail et aujourd'hui, on en a 60. Donc, on voit que ça prend. Mais le passage de mes 5 jours en télétravail à 1 jour ou 2 jours selon ce qu'on donne fait quelques frustrations. Et là, il faut expliquer, c'est juste ce que disait Christian, en termes de RH, il faut expliquer qu'en fait, aujourd'hui, les autres personnes qui travaillent dans les autres services sont aussi pour la plupart de retour à leur place de travail et il faut s'adapter. Alors, on aura, je pense, un passage jusqu'à la fin de l'été où on va, en tout cas chez nous, tester un petit peu le télétravail 1 jour jusqu'à 2 jours maximum, voir comment ça fonctionne. Et en fait, on fait se rendre compte aux personnes qui travaillent chez nous que c'est déjà le double de ce qu'ils avaient avant. Donc 0, ils ont passé à 1 voire 2. Donc c'est déjà une amélioration pour leur work-life balance. Hein. Ça c'est clair. Certains font 2 heures de route pour venir travailler. Et là, c'est vrai que c'est un gros changement. Mais ce qui était violent, je pense, c'est vraiment de passer de 0 à 100%, puis de 100% à quasi 0 pour certains secteurs d'activité. Est-ce que ça a été votre impression aussi, soit de Stéphane, soit de Christian, celui qui va intervenir? Alors, bon, moi, je travaille dans une entreprise qui est quand même beaucoup active sur le terrain, ce qui fait qu'il y a une espèce de dichotomie entre les gens qui, de toute façon, ne peuvent pas tirer des câbles ou être dans les bâtiments à distance. Donc, c'est une impossibilité technique. Et puis, ceux qui, tout à coup, se mettent à travailler depuis la maison. Et ça peut aussi faire des discussions sur 2 poids, 2 mesures, quelque part. Il y a des gens qui doivent aller sur le terrain, qui doivent veiller à continuer à travailler de la même manière en se protégeant. Et puis, on leur demande d'être efficients. Ça, c'est quand même pas simple. Donc, il faut arriver à communiquer, faire comprendre que le télétravail, même si c'est d'une très grande utilité pour certains, pour d'autres, c'est pas la panacée. Et pour certains, c'est carrément, vraiment techniquement pas jouable. Ouais. Et ça, c'est un équilibre entre les personnes qu'il faut arriver à faire comprendre. Christian, sur le même sujet? Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et en particulier le côté violent de rien à tout et maintenant retour en arrière. Il y a des risques aussi. Alors, il y a plein de bénéfices à ce télétravail. Il suffit, évidemment, je suis le jeune voix de l'étape, alors je peux vous parler du trafic et vous dire que c'est quand même nettement plus agréable de circuler à Genève malgré
les voies cyclables qui fleurissent partout avec le télétravail qu'avant, au mois de février. Donc, c'est sûr que de voir que tout le monde ne se rende pas au travail à la même heure, ça a des impacts très bénéfiques, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie de tout le monde. Mais de l'autre côté, il y a aussi des limites à ça. Et moi, j'ai observé chez certains clients qui avaient une organisation de travail déjà très individualisée, qui avait un isolement qui se faisait encore plus de certaines personnes. Et il y a eu quelques réflexions. J'ai travaillé la semaine dernière avec une grosse PME sur comment est-ce qu'on s'assure de garder du lien avec des personnes qui ont déjà des activités extrêmement bien délimitées et finalement où la collaboration, elle n'est pas si naturelle que ça. Donc, ça pose quelques questions. Et c'était intéressant parce que dans la discussion qu'on a eue avec ce client, on a abordé le sujet de se dire, en fait, le télétravail, c'est le travail à distance, mais ce n'est pas le travail à la carte. Et il fallait faire cette distinction-là en disant, c'est pas parce que je suis à la maison que je choisis mes horaires et puis que je fais quand je veux, c'est qu'il y a quand même des contraintes que je dois respecter pour pouvoir collaborer. Et comment on les met en place, en plus avec une situation de confinement dans laquelle les enfants n'étaient pas à l'école pour certaines personnes, ou les proches. Donc, on a eu beaucoup de questions et on n'a pas encore toutes les réponses, à mon avis, sur comment rendre tout ça efficace. Ok. Christian, tu dis qu'il y a des gens qui s'isolent. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est si on analyse ces mêmes personnes, est-ce qu'elles n'étaient pas isolées par elles-mêmes sans que ce soit visible, et puis tout à coup, c'est devenu visible. C'est peut-être aussi quelque chose qui existe. Et comme ça devient visible, on va peut-être mieux agir pour les intégrer ou pas. Il y a différentes raisons pour lesquelles on va travailler. Certains veulent des challenges, d'autres veulent juste de la socialisation, puis il y en a qui veulent juste payer les factures à la fin du mois. Tout à fait. Ceux qui ont besoin de socialisation, c'est un handicap, ce télétravail, où ça va bien un petit peu, mais ils seront très contents de revenir. Tout à fait. Ça dépend des profils des personnes. Alors, je te rejoins tout à fait, ça dépend. Il y a un exemple que je connais au niveau privé, c'est un informaticien dans une banque qui est le seul à travailler en Suisse sur le projet et toutes ses contreparties sont à l'étranger, en Inde en particulier. Et c'est sûr que le fait de travailler au bureau, il avait des interactions avec d'autres chefs de projet qui travaillaient sur d'autres projets. Et là, tout d'un coup, il s'est trouvé complètement coupé de relations sociales. Et ça a mis en évidence ça. Et je te rejoins, c'est que la banque a dû se dire, tiens, là, on a un risque opérationnel qui n'avait pas forcément été bien identifié avant, de se rendre compte que si cette personne-là simplement ne venait plus travailler, il n'y avait plus personne localement qui avait l'information sur le projet. Okay. Donc, si je comprends bien, il y a d'une part des problèmes d'équilibre entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, et peut-être des explications à avoir parce que les uns pensent peut-être que les autres sont favorisés. Et puis, il y a toute la problématique qui est plus large aussi, qui est simplement, OK, est-ce que quand je télétravaille, quel est mon lien social avec l'entreprise d'une manière ou d'une autre? Et et comment je me sens par rapport à ça, quoi? Est-ce que j'ai besoin ou pas? Donc, il y a multiples problématiques. Je vois dans le Q&A qu'il y a quelqu'un qui a dit, selon la nature du job, quel intérêt à revenir à 100% au bureau? Je constate qu'hors des murs, nous avançons mieux sans interrompre par des broutilles, etc. Donc, tu voulais répondre à ça, Ludovic, je pense. Ouais, parce qu'on a. Bon, après, je rejoins aussi ce qui a été dit. Ça dépend vraiment des personnes. J'ai des personnes dans mon équipe qui vit seul et qui, effectivement, a très mal vécu ce télétravail. Mal vécu, il l'a travaillé, mais il attendait que de pouvoir revenir au bureau. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de mon centre de compétences, c'est la seule personne qui n'a pas pris un jour de télétravail parce que pour lui, il ne le conçoit pas comme ça. Donc, il a effectivement mal vécu. Par rapport à la question qui est posée, c'est vrai. Moi, je l'ai constaté aussi en revenant au bureau. Et on recommence le même fonctionnement qu'avant. Les gens viennent dans votre bureau, la porte tape à la porte, ou téléphone. Effectivement, on est beaucoup plus dérangé qu'en étant à la maison, parce qu'en fait, on peut aussi adapter nos heures à la maison.
Et c'est ça c'est un risque aussi qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des personnes, souvent quand les personnes avaient des enfants à charge, qui ne travaillaient pas une partie de l'après-midi et qui travaillaient le soir, mais le soir tard. Et à un moment donné, il y a des limites aussi qu'on doit fixer par rapport à ça. D'une part parce que des fois c'est pas compatible, hein, parce que l'activité se fait en journée et s'il y a des interactions à avoir avec les autres, c'est plus compliqué de l'avoir à 22 heures. Et ça, c'est un des points. Puis après, il faut faire attention aussi aux personnes et qu'elles fassent pas non plus trop d'heures en dehors des heures habituelles. Il y a une question de fatigue, il y a une question, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, on l'a aussi constaté. Mais c'est vrai qu'en retournant au bureau, on voit tout de suite que le côté, on vient dans le bureau, les gens ont besoin aussi de rediscuter, ont besoin d'échanger, et il y a beaucoup plus ouais, on n'est plus dérangé, ça c'est clair et net, par rapport à l'activité qu'on peut avoir quand on est à la maison. Ok. Donc, cet équilibre qui est à trouver, euh, on a posé une question aussi, est-ce que maintenant on a aussi les moyens d'organiser ça, notamment les moyens juridiques, hein, de savoir, tu as parlé des heures de travail, combien d'heures, comment est-ce qu'on les comptabilise, comment est-ce qu'on surveille que les gens ne travaillent pas nuit et jour, etc., etc. Donc, tous ces aspects peut-être bassement pratiques, mais qui sont vraiment très importants pour l'organisation de ce télétravail. Bon, c'est là qu'il faut faire attention. Je pense que le télétravail doit être basé sur une notion de confiance. On ne peut pas faire du télétravail aux gens en demandant à avoir une surveillance accrue de l'activité. C'est une souplesse de travail. Et ça, c'est des questions qui sont réellement posées à l'État, à l'État de Vaud. La préconisation qui a été faite, c'est que pendant le Covid, les personnes qui faisaient du télétravail notaient une journée complète de travail. Qu'elles fassent plus, qu'elles fassent moins, c'était une journée complète de télétravail en travaillant sur la confiance, en n'étant pas naïf non plus, mais en essayant de faire passer le message que les personnes devaient faire leurs 8h18, leurs 6h38, enfin les heures qu'ils étaient censés faire. La problématique qui était plus forte, c'est les gens qui ne pouvaient pas faire de télétravail, qui ne pouvaient pas travailler, mais à qui on a quand même donné les heures de travail. Et là, il a fallu expliquer aussi que, alors ça c'est l'État, c'est le public, il y en a eu d'autres qui l'ont fait aussi, d'autres cantons, qui n'ont pas demandé ni de RHT, ni de perte de gain ou autre. Et là, c'était plus complexe de leur expliquer qu'en fait, eux, ils travaillaient 8 heures par jour en télétravail parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Puis les autres, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille sur les routes, par exemple, quand l'activité ne pouvait plus se faire, qu'est-ce qu'on fait? Et là, clairement, il y a ce côté un peu, mais on leur a quand même compensé des heures. Stéphane, par rapport à ça, dans ton entreprise et dans tout ce que tu as pu voir, par rapport Alors, c'est toute la problématique des RHT. Ça a été le premier très gros travail des RH dans la situation de crise. C'était de comprendre comment on doit agir si tout s'arrête avant le télétravail. Hein, parce que pour nous, c'était une évidence que soit on peut pratiquer sur les chantiers ou on ne peut pas. Le devis que tu disais sur les routes, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on ne peut pas, il y a eu des situations très difficiles à gérer sur qu'est-ce qu'on communique à nos gens. Typiquement, l'État de Genève dit les chantiers sont fermés. C'est clairement fermé. Bon, alors on ne peut pas envoyer nos gens. L'État de Vaud dit c'est fermé, mais il faut voir. Sur Vaud, il suffisait de faire une demande pour pouvoir aller travailler sur un chantier. Donc, ce n'est pas le même régime. Maintenant, vous avez des collaborateurs qui ne sont pas affectés exclusivement à un canton. Donc, il faut gérer ces différents collaborateurs en disant non, toi, tu ne peux pas aller travailler parce que normalement, tu es sur le chantier là-bas, puis l'autre chantier, on est déjà à plein. Donc, tu vas être en RHT. Et après, quand on est en RHT, il y a des gens qui ont des cumuls d'heures sup, il y a des gens qui ont des vacances. La grosse question, c'est on ne peut pas leur demander de prendre des vacances. Mais est-ce qu'on peut leur demander de baisser leurs heures cumulées avant les RHT? Toutes ces problématiques-là, on ne s'est pas spécialement préparé à une situation de crise où il faut donner des réponses tout de suite.
Et ça, c'est la version simple. Moi, je gère aussi tout ce qui est la problématique des apprentis entre tous les cantons romans. Alors, vous recevez des messages des associations fêtières cantonales, des associations fêtières fédérales. Donc, la Suisse romande, ça fait au moins 6. Plus de toutes les écoles, plus après encore des profs. Je me suis trouvé avec une situation où il y a un enseignant très bienveillant qui dit, bon, il n'y a plus de cours, mais je veux qu'ils soient bons pour les examens, donc je les invite à venir se préparer à l'examen pratique, vu qu'il y a quand même l'examen pratique pour le CFC. Super. Sauf qu'une semaine avant, on reçoit du service d'information professionnelle le message, il n'y a plus de cours, les apprentis sont à disposition des entreprises. Message très clair. Mais après, on se retrouve à une situation où il y a un apprenti dans la même succursale, un apprenti qui va aller à l'école, ici en l'occurrence c'était à Bulle, et un autre à Fribourg. Alors celui qui va à Fribourg, il travaille, puis celui qui va à Bulle, comme son prof lui a proposé de se préparer pour les examens, il va se préparer pour les examens. Et comment on gère de nouveau? C'est toute la problématique des 2 poids, 2 mesures. Là, on sort du télétravail, mais il y a plein de petites choses qu'il a fallu régler. Donc, quand je vois une question, est-ce que vous avez pu mettre un règlement sur le télétravail? Je crois que la belle opportunité qu'on a ici, c'est qu'on est obligé de le tester avant de mettre un règlement. Donc, on va pouvoir prendre du recul sur toutes ces expériences pour mettre des bonnes pratiques en place, peut-être plus des chartes que des règlements à voir. Mais les expériences sont très favorables parce qu'il y en a eu de toutes sortes. Moi, je vois dans les Q&A que quelqu'un parle des SIC à Genève qui ont mis en place un système de travail avec ce qu'ils appellent un horaire de confiance. Parce que je pense, Christian, tu es bien d'accord, tout ce qui est, tout le télétravail est basé sur la confiance dans le fonctionnement, en dehors de toute espèce de charte, de règlement ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a peut-être fait changer quelque chose aussi dans le fonctionnement? Parce que on dit oui, ok, là on est obligé de faire confiance, mais est-ce qu'on faisait toujours autant confiance quand les gens étaient en présentiel, je dirais? Christian. Écoute, alors, même si c'est enregistré, je vais me permettre de provoquer un peu et puis pas faire plaisir. Je ne sais pas qui écoute et s'il y a des personnes qui représentent par exemple le SECO, mais je trouve que la discussion qu'on a là, elle montre bien la schizophrénie actuelle, puisque on a enquiquiné les entreprises en Suisse pour mettre en place l'enregistrement du temps de travail, qui est quelque chose qui a coûté des millions et qui est l'inverse de la confiance. C'est-à-dire que les gens doivent enregistrer, mais l'inverse de la confiance aussi envers l'employeur, puisqu'on est parti du principe que tout employeur n'avait qu'un objectif, c'était de faire travailler plus ses employés et de ne pas payer les heures supplémentaires. Et puis après, on se retrouve dans le télétravail, puis on dit que ça peut marcher que sur la confiance, que je partage totalement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est tiré entre des tendances qui sont souvent un peu induites par des postures politiques et une vision de l'entreprise qui amène à une approche vraiment schizophrène. Donc moi, je suis tout à fait d'accord et je pense que l'enregistrement du temps de travail, c'est une hérésie absolue et c'est qu'un encouragement pour les tricheurs. Que le télétravail, on doit le mettre en place sur la base de la confiance parce que courir après les tricheurs, c'est du temps perdu et que la majorité des gens font les choses bien. Et puis, il me semble que des organismes comme le SECO et l'OSIRT devraient avoir autre chose à faire que d'aller contrôler si quelqu'un qui a déclaré une RHT puis qui devait terminer à midi est encore là à midi et demi. Il y a d'autres abus du travail qui seraient plus intéressants d'aller contrôler. Mais la gestion de l'horaire derrière, c'est quelque chose qui est important derrière le télétravail parce que si on met en place l'usine à gaz que probablement on va mettre en place une fois qu'on aura tiré les leçons de tout ça, parce que cette logique de la confiance, malheureusement, ce n'est pas la logique des réglementeurs et de l'État. On va se retrouver dans une logique où on devra contrôler des heures à distance ou travailler par défaut sur la confiance, et ça ne marchera pas bien. Et on risque d'avoir aussi des moments où on va encourager les gens à ne pas enregistrer le temps ou à faire du travail clandestin. Donc, moi, je partage totalement la vision de la confiance, mais je pense qu'il faut que la confiance ait dans les deux sens et il faut aussi qu'on accepte que les employés fassent confiance à l'entreprise et que l'État fasse confiance aussi aux entreprises et qu'on sorte un peu de la méfiance dans laquelle on est depuis quelques temps. Et j'aimerais qu'un des bénéfices
que ça soit cette confiance rétablie dans les deux sens. Alors, je rejoins totalement Christian. Ces enregistrements de temps de travail, c'est un vrai problème, mais de source légale. À mon avis, pour le télétravail, il y a deux choses qu'il faut, des conditions cadres au niveau de l'État, avec cette problématique qui vient d'être évoquée, et des conditions cadres au niveau de l'entreprise, qu'on peut appeler la culture d'entreprise, tout bêtement. Si vous êtes dans une culture qui travaille en mode tâche, hein, je te délègue ta affaire, tu as 10 minutes pour le faire, pour faire très simple, vous ne pouvez pas espérer de faire un système de télétravail qui va bien fonctionner. Vous n'êtes pas sur la confiance. Ça veut dire que si vous n'êtes pas encore dans une culture qui est plutôt orientée objectif et résultat, il faut d'abord faire ce passage-là. Et après, on peut travailler sur la confiance parce que plus que dire, j'ai vu plusieurs personnes qui notaient, est-ce qu'il faut 1 jour, 2 jours de télétravail? Moi, je suis d'avis qu'il faut 100% de flexibilité. C'est-à-dire que les équipes doivent se trouver. Le télétravail, c'est la chance d'avoir de la flexibilité, donc c'est aussi la chance de donner de la flexibilité dans l'autre sens, à mon avis. Ce qui fait qu'on peut travailler à n'importe quel moment, ce qui nous arrange. Mais travailler à n'importe quel moment, ça peut faire que quelqu'un envoie un email à 10 heures le soir et ça peut mettre la pression à tout le monde parce qu'il travaille jusqu'à 10 heures le soir. Donc, si vous donnez cette flexibilité, il faut mettre une charte des bonnes pratiques en place pour dire oui, vous pouvez envoyer un email à 10 heures le soir si vous le voulez, mais il n'y a personne qui est supposé répondre à cet email. Des choses comme ça, ce n'est pas des règlements, c'est des chartes de bonnes pratiques pour qu'on se comprenne qu'il n'y a personne qui doit être sous pression de nécessairement rendre réponse à 4 heures de l'après-midi parce que c'est une urgence alors qu'il va chercher les enfants à la sortie de l'école et il va retravailler plus tard. Donc c'est tout un environnement, une culture qui doit permettre de vivre ça, à mon avis. Vic, sur ce sujet-là? Et puis je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse correcte. Les réponses par rapport à la gestion du télétravail, elles seront chaque fois. Et là, je rejoins ce qui a été dit par rapport à la culture d'entreprise, c'est propre à chaque entreprise. Et je dirais même propre à chaque personne et à sa façon d'appréhender le télétravail. Il y a des gens qui sont pas faits pour, ils le savent, ils le disent. Et puis, il y a des gens qui sont pas faits pour, qui le disent pas. Mais là, il faut leur expliquer. Mais et puis il y a des gens qui le vivent très bien et qui ont de la peine à comprendre maintenant effectivement qu'il y a un retour au travail parce que dans l'ensemble, comme je l'ai dit avant, ça s'est très bien passé. Il y a une question qui est venue aussi sur le groupe par rapport à est-ce que le télétravail engendre des problèmes de communication à travers les groupes WhatsApp, etc. Je pense que le télétravail, si on veut pouvoir faire du télétravail, il faut vraiment avoir les outils qui vont avec. Je suis assez d'accord avec la remarque que les groupes WhatsApp, souvent en fonction de comment c'est écrit, il n'y a pas le ton. Il n'y a pas le ton de la voix, il n'y a pas la façon de s'exprimer. Je pense que ça peut poser certaines fois peut-être quelques problèmes. Donc il faut avoir des outils qui fonctionnent, des outils de vidéoconférence par exemple, mais qui soient vraiment performants, pas qui sautent une fois sur deux ou qui soient interdits par différents cantons comme celui qu'on utilise ce soir par exemple. Mais voilà, non, mais il y a des choses comme ça qui doivent être prêtes et je pense qu'il y a un investissement qui doit être fait. Là autour, si on veut faire les choses correctement, que ce soit en termes d'ordinateur portable, que ce soit en termes d'outils de travail, en termes de logiciels pour permettre aux gens de communiquer correctement. Pour que ça marche, il faut être zéro papier. Hein. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel classeur est-ce que je prends si je travaille à la maison demain. Si vous commencez comme ça, vous n'allez pas être efficient. Donc, ça veut dire déjà être sans papier. Et ça montre que ça fonctionne. Nous, on faisait un décompte depuis le début de l'année parce qu'on voulait baisser la consommation de papier au sein du service du personnel. On voyait qu'on était dans des moyennes. Ça a bien entendu que ça a chuté drastiquement, mais le travail s'est fait la même chose. Les activités se sont faites de la même manière. On a des GED, on a des outils pour fonctionner qui vont très bien. Et en fait, le papier est rassurant, mais pas complètement utile. Et là, on l'a vu. Clairement. Et aujourd'hui, on va voir sur les prochains mois si la tendance repart à la hausse. C'est clair un peu parce que les gens reviennent au bureau, mais on n'espère pas aussi haut qu'avant.
Parce que ça peut être impressionnant les chiffres. Je ne sais pas quelle est votre expérience par rapport aux outils collaboratifs, parce qu'on utilise différents outils, on fait des séances comme ce webinaire, Skype, mais il y a des possibilités d'être en mode collaboratif. Ça veut dire travailler non seulement par écran interposé, mais en ayant un document sur lequel on travaille en même temps, à plusieurs. Donc, c'est des modes de travail qui doivent encore évoluer. Pour l'expérience que j'ai, c'est pas encore dans les mœurs. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup d'équipes qui travaillent sur un même document. Moi, je travaille avec des grosses structures qui ont mis en place des drives et puis des solutions de ce type collaborative. Et on voit qu'il y a encore la tendance à sauver les documents sur un espace privé. Des vieux réflexes sont toujours là. Donc oui, il y a une éducation, mais je pense qu'on fait le lien avec l'ARFOR. Là, il y a de la formation qui doit être donnée. On ne peut pas faire l'hypothèse que les gens vont être capables du jour au lendemain de faire ça sans qu'on les forme. Mais il y a aussi un point, parce que je rejoins tout à fait la discussion sur la culture d'entreprise. Il faut créer une culture d'entreprise qui soit adaptée. Et là, il faut aussi former les managers, parce que gérer du personnel à distance, ce n'est pas comme les gérer quand ils sont juste à côté. Et pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup d'initiatives de formation ou d'accompagnement des managers sur comment je gère une équipe qui du jour au lendemain, n'est plus à côté de moi. Et j'espère qu'on va apporter des solutions dans cette dimension-là pour le futur. Alors, j'en ai vu qui proposent des formations vraiment dans ce sens-là, aussi des ateliers autour d'utilisation de différents outils qui permettent d'être collaboratifs. Et je crois que c'est vraiment la problématique, plus que du télétravail, c'est de l'agilité. Le monde de l'informatique a déjà vécu ça, hein, avec des techniques agiles, notamment toutes les séances Scrum. Maintenant, si vous faites un peu de recul sur ce qu'on a fait avec les outils à distance, moi j'ai l'impression que les séances se sont légèrement raccourcies. Donc on va plus en plus vers ces séances Scrum très courtes, peut-être plus régulièrement, parce que c'est aussi plus facile de faire une invitation pour une équipe de 5. Ouais, j'arrive à placer ça à ce moment-là parce que j'ai pas encore besoin de me déplacer. Et on arrive à régler un petit truc en 10 minutes. Donc des choses plus courtes, plus efficientes parce que plus pointues. Après, il y aura toujours les workshops où il est préférable de se voir et puis de faire des pauses avec des cafés parce qu'il y a l'entre-gens qui est très important. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir le mixte, parce qu'on était à 100% où la plupart des gens étaient en télétravail, ils faisaient du WebEx ou du Teams en télétravail, ou comme nous tous en télétravail. Il faudra voir maintenant, moi j'ai déjà eu quelques séances où on était 5 dans une salle, 2 en télétravail. Il y a intérêt à ce que les outils soient vraiment performants pour pouvoir interagir, parce que c'est moins évident. Bien entendu, quand on est dans une salle tous ensemble, il y a ce côté non-verbal, ces discussions qu'on peut avoir comme ça qu'on n'a pas quand on est à la vidéo. Mais ça veut dire quoi? Que les 2 ou 3 personnes qui ne peuvent pas participer auront moins ce ressenti-là, parce qu'ils ne verront pas les personnes comme on voit aujourd'hui là les visages, mais on voit un groupe de personnes qui peut discuter entre elles, et les premières expériences ne sont pas évidentes, je trouve. Et là, il y a vraiment des choses à voir et à trouver. Et je rejoins ce que disait Christian. Je pense que les vrais outils collaboratifs, les vrais sur lesquels on peut travailler sur les mêmes documents, c'est rare. C'est rarement mis en place dans les entreprises. Vous pouvez avoir du Drive, du Dropbox ou autre, mais en fait, on prend un document, mais on ne bosse pas réellement sur le même document en même temps, comme on pourrait avoir un cas partage Excel maintenant sur cet outil-là. Mais sur les autres outils, c'est quand même relativement rare. Et nous, je sais qu'à l'État, par exemple, c'est un des objectifs du service informatique pour l'année prochaine, c'est d'avoir un outil performant qui permet de faire vraiment du collaboratif et de travailler sur le même document en même temps, sans qu'il y ait de perte d'informations ou de personnes qui enregistrent effectivement une version 1 d'un côté puis une version 2, puis après on ne sait plus sur laquelle on doit travailler. Et ça, c'est le problème des drives, des Dropbox et autres. Quand on sera performant dans ce domaine-là, quand vous avez une séance, vous n'allez pas avoir une personne qui va faire le PV. Ouais. Vous allez avoir chaque personne qui va écrire sa partie en live et les autres vont voir ça. Et puis ils vont dire, ah ouais, attends, c'est pas comme ça que j'avais compris, moi. Et puis ça va consolider la compréhension de ce qu'on veut faire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des longs PV. Hein. Je préfère qui fait quoi pour quand, mais ça n'empêche pas que stipuler les choses par écrit, ça a toujours été à la fin la meilleure manière pour arriver à des choses concrètes. Okay. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que Christian avait commencé à regarder, qui nous intéresse évidemment à
à la Reffort de premier plan, c'est qu'est-ce que ça va impliquer en termes de formation? Est-ce que vous voyez vraiment des secteurs ou des sujets ou des outils qui vont à la fois dans la manière de former, mais aussi dans le contenu, qui vont dériver de tout ce qu'on a dit jusque maintenant, du télétravail, des problèmes de stress, de tout ce que vous voulez. Je pense on a déjà vu un élément. Enfin, moi, l'expérience que j'ai faite avec ces outils Skype, Zoom ou Teams, quand on est en train de travailler ensemble, c'est que tout d'un coup, quelqu'un partage son écran et puis se met à taper les modifications sur le document en même temps que tout le monde parle. Je trouve ça hyper pénible et pas forcément très efficace. Puis on finit par en fait faire un travail où on est 7 ou 8 à faire de la reformulation alors qu'on ne devrait pas faire ça. Et on ne sait pas le faire. Et je pense que peu de gens ont vraiment été formés à comment utiliser ce genre d'outils. Donc je pense que et c'était déjà un problème d'ailleurs avant avec les outils autres IT, hein, parce que quand on voit le niveau d'utilisation de Word, de Excel, moi je suis vraiment pas un génie, mais quand je reçois des fois des CV et que je vois comment les gens ont aligné les paragraphes s'ils l'ont laissé en Word, c'est assez terrifiant. Donc, je pense qu'il y a des formations à donner pour l'utilisation des outils qu'on fait certainement pas assez aujourd'hui. Et puis après, alors il y a vraiment pour moi, mais c'est plus mon domaine, la formation au management, qui est malheureusement vraiment abandonnée dans beaucoup de structures depuis longtemps. On a oublié que le management était un outil et surtout un métier, pardon. Et là, je pense qu'il faut aussi accompagner les personnes pour leur dire, mais gérer du personnel, d'abord, c'est un métier, c'est compliqué. Puis en plus, gérer du personnel agile, à distance, avec des personnes qui ont des réalités différentes, certains qui font du télétravail, d'autres qui n'en font pas, gérer de l'équité, les faire collaborer, ça ne sort pas comme ça d'une réflexion nocturne. Et il y a des techniques à apprendre et à développer. Et je pense que ça, c'est deux pistes, en tout cas, de formation qui à mon avis, ont un avenir si les entreprises décidaient de travailler sur cette dimension-là. Oui, je pense que ça permettrait, excuse-moi Thierry, je pense que ça doit permettre de remettre aussi le responsable hiérarchique direct à sa place. C'est-à-dire avec ses responsabilités, avec la formation qu'il faut, mais pour ça, il faut le donner la formation. Aujourd'hui, je prends l'exemple, combien d'entreprises, et c'est un des premiers actes managériels d'un manager, forme les gens à recruter. Tu as un manager qui vient, puis dit maintenant, il faut recruter un nouveau collaborateur, un remplacement. Combien il y en a qui forment les managers à recruter? On croit qu'ils savent faire. On croit que le manager sait faire. Il y en a qui n'en ont jamais fait. Et c'est un des premiers actes, un des actes qui est souvent pris pour le manager, et puis qu'en fait, il n'a pas d'idée, il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas où aller chercher l'information, puis c'est pas anodin. Alors j'aime bien quand il me contacte et qu'il me confie le mandat, mais ce n'est pas la solution. On fait publicité dans ce... Christian. Non, mais je rejoins tout à fait, c'est que tous les actes de management aujourd'hui, la majorité des managers n'ont pas été formés à le faire. Et c'est un vrai gap. Et le télétravail, c'est une complexité de plus dans le monde du management. Le recrutement il existait déjà, mais le reste il est là aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on accompagne les personnes à manager. Surtout que, et on l'a bien vu dans l'histoire du Covid, que ça génère assez vite des revendications en face, de la part des collaborateurs en disant moi j'ai fait du télétravail, maintenant c'est devenu un droit, je ne veux pas revenir parce que mon collègue il tousse ou il a un peu de température, donc j'ai le droit de ne pas revenir. Comment on gère ça? Et les managers ils sont assez démunis face à ces situations-là. Alors ça, c'est à mon avis pas le manager qui doit décider, c'est le management d'abord. Dans le sens qu'on ne peut pas admettre qu'un manager accepte que son équipe le fasse d'une certaine manière, alors que ça n'entre pas dans une ligne globale qui est OK. Il y a toujours des différences d'une équipe à une autre, mais il faut que dans l'ensemble, ça respecte quand même la volonté de l'entreprise. Une culture et des pratiques d'entreprise, tout à fait. Bien. Après, de la même manière que beaucoup de managers n'ont pas appris qu'une de leurs premières responsabilités, c'est de développer leurs collaborateurs. Oui. Ou qui ne savent pas comment faire. Mais ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on voit dans les entreprises. On dit, on vous offre 3 jours de formation.
Quoi, on nous offre 3 jours de formation. Moi, j'ai une formation de 5 jours. Je ne peux pas la faire. Maintenant, c'est plus que 3 jours. On est dans ces incohérences maintenant. On doit former, mais en fait, pas plus que 3 jours. Et en fonction d'eux, à part si c'est une formation certifiante ou un brevet ou autre, mais on bride aussi. On dit oui, en fait, on pense et on veut dire que c'est un avantage d'entreprise, un avantage social. On vous offre 3 jours. Mais c'est quoi 3 jours? En fonction de la formation qu'on fait, que ce soit pour du management ou un collaborateur. C'est peu, si on réfléchit. Alors, OK, chaque entreprise ne peut pas se permettre de donner 15 jours de formation à tout le monde, mais on se bride nous-mêmes, en fait, en mettant ça. Bon, c'est une double responsabilité quand même, hein. C'est une responsabilité d'entreprise, mais c'est l'employabilité. C'est aussi une responsabilité de l'employé, du collaborateur. On a parlé des changements en termes de formation, en tout cas les orientations qui viendraient de ce qui s'est passé en termes de formation. Mais est-ce que dans les autres aspects des ressources humaines, que ce soit le recrutement, que ce soit la gestion des talents, la gestion de la performance, est-ce que vous voyez quelque chose qui va changer avec tout ce qui s'est passé? Et si oui, dans quel sens? Christian, tu semblais être spécialiste du recrutement. Merci de me repasser la balle. Alors, ce qui a changé dans le recrutement pour l'instant, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui recrute. Parce que, évidemment, tout le monde attend de voir un peu s'il y aura la deuxième vague et ce qui va se passer, à l'exception peut-être de l'État qui est sur un autre rythme, hein, et c'est normal. Enfin, moi, ce que j'entends chez mes clients en termes de recrutement, c'est que, et je rejoins le point sur l'agilité, c'est que le constat qui a été fait, c'est que les gens qui ont bien réussi à traverser cette crise sont les gens qui avaient la capacité justement d'être agiles, de s'engager, de sortir un peu du cahier des charges, de prendre des initiatives. Donc probablement, on va avoir tendance à aller chercher plus ce genre de personnes-là. Maintenant, après, faut-il encore les intégrer dans des structures qui sont de plus en plus contrôlantes et contrôlées? Et ça va être un peu un des challenges. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de tendance lourde de changement des profils parce qu'il y a très, très peu de recrutement pour l'instant. Stéphane ou Ludovic, sur le même sujet en termes de recrutement, est-ce que dans vos organisations, vous avez regardé? À l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour se prononcer. Je dirais que sur les chantiers, malgré tout, ça a quand même pas mal travaillé, hein. En dehors de Genève qui avait carrément fermé, ça a pas mal travaillé, de manière par contre vraiment moins efficiente à cause de toutes les mesures qu'il fallait prendre. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer à bien travailler. Il va y avoir des répercussions, donc je pense que ça va se sentir plus tard, hein, ça veut dire les effets un peu dominos. De l'autre côté, nous, alors, du point de vue des apprentis, là, on n'a rien lâché, on continue toujours à recruter parce qu'on pense qu'on est quand même une entreprise formatrice et que c'est de notre responsabilité. Mais ce que je soulève est juste le problème des apprentis, il ressort fortement partout. Aujourd'hui, sous le prétexte, et peut-être certaines fois à raison du Covid, les entreprises, enfin, on a beaucoup de difficultés à faire admettre aux entreprises qui doivent continuer à former, qui doivent continuer à prendre des apprentis. Et là, cette fin d'année, elle va être compliquée pour moi. Et on le sent, hein, même au niveau de l'État. Hein. Justement, pour revenir au recrutement ou à d'autres processus RH, est-ce que le fait d'avoir travaillé, d'avoir utilisé toutes sortes d'outils en télétravail va influencer? Est-ce qu'on va utiliser en recrutement de plus en plus ou des outils comme Zoom ou comme c'est une des questions, en tout cas des affirmations dans le Q&A. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tous ces outils qui ont été utilisés pour travailler vont être utilisés pour faire de recrutement ou d'autres éléments ressources humaines? Alors moi, j'ai fait un peu de recrutement par Skype pendant le confinement. Alors évidemment, je suis un peu vintage, hein, donc peut-être que des recruteurs de 25 ans ou 30 ans ont plus l'habitude. Moi, j'ai eu beaucoup de peine en étant coupé de tous les aspects de non-verbal de pouvoir le faire.
Mais hier soir, j'avais une conversation avec un patron d'une boîte qui m'a dit un truc auquel j'avais pas du tout pensé, parce qu'évidemment, on pense télétravail, on en a pas mal parlé en se disant bah, c'est plutôt bien pour les déplacements, pour permettre à des personnes de travailler un peu à la maison, c'est un bon work-life balance. Puis lui me disait, mais en fait, il y a un élément qui risque d'arriver aussi, c'est que finalement, si les gens travaillent depuis la maison, finalement que la maison, elle soit à 5 km ou à 5000, ça change pas grand-chose. Donc, pourquoi engager des gens localement alors qu'on pourrait les avoir beaucoup moins chers ailleurs et qui feraient le travail puisqu'ils pourront passer par les outils. Et j'avais pas du tout pensé à ça avant qu'il me dise ça. Et je pense on va avoir comme d'habitude des trucs positifs qui vont sortir de tout ça, et puis on a des choses un peu moins sympas avec des gens qui vont voir des opportunités peut-être un peu moins orientées sur le bien-être Alors, des collaborateurs. pour ce qui est de l'opérationnel, je reste dubitatif, dans le sens qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont essayé de délocaliser de l'opérationnel, tout ce qui est du paiement de salaire. Ils ont un peu tendance à revenir en arrière par rapport à ça. Hein. Ça se passe pas toujours aussi bien que s'ils voudraient, parce que le contact local est quand même un peu nécessaire. Maintenant, s'il s'agit de petits projets avec une petite expertise, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Et puis ceux qui grattent un peu, ils savent déjà qu'il existe des sites internet comme Freelance. Et si vous voulez un petit développement graphique pas cher, de qualité, vous allez sur Freelance, vous aurez quelque chose de bien meilleur marché qui n'est pas nécessairement moins bien que ce qu'on trouve en local. Mm. Donc, et il y en a plein des freelance comme ça. Il faut parler un peu anglais souvent, mais il y a énormément d'offres et ça se règle en 2 temps, 3 mouvements. Ça va pas être des gros projets à 6 millions, hein, c'est clair. Mais ce qui paraît être un gros projet à 50 000 francs, tout à coup devient un projet à 8 000 francs. Mm. Ludovic, sur le sujet. Ouais. C'est oui, je rejoins ce qu'a dit Stéphane. C'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est se forcer à creuser puis aller chercher les informations ailleurs. On n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que ce que tu viens d'expliquer par rapport à des sites comme Freelance et autres, c'est des choses qui vont devenir de plus en plus, mais les gens, il faut qu'ils prennent cette habitude et ce réflexe d'aller chercher un petit peu out of the box et puis de rester peut-être moins dans les... ça va nous pousser à sortir un peu des sentiers battus. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Non, c'était juste une petite remarque parce que là, on a fait 2 enquêtes, une pour une administration genevoise et une autre pour une société active dans le domaine de l'énergie. Et c'était intéressant de voir que, évidemment, pour une enquête anonymisée, les gens se livrent un peu plus. Et que ce soit pour l'utilisation des outils ou pour le bien-être ou plutôt le mal-être à la maison, pour aller dans le sens de Ludovic, c'est un peu plus que le cas isolé. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont très mal vécu. On voit des burn-out, on voit des débuts de bore-out aussi. Et une mauvaise gestion des différents temps d'activité, on va dire, entre la famille, le travail et autres. Et c'était assez intéressant. Puis sur l'utilisation des outils, voilà, il y a toujours la réponse au manager de proximité qui est oui, tout va bien, je m'en sors, tout va bien. Parce que, en fait, je pense que cette crise a mis en lumière une grave inégalité devant les outils numériques, justement. Et c'est bien que tout le monde dise oui, tout va bien, mais on voit qu'il y a une vraie différence entre utiliser son smartphone et utiliser les outils, par exemple, de relations à distance. Voilà, c'était juste mon petit apport et sans citer les sociétés pour qui on travaille. Voilà. Quelqu'un veut réagir sur ce que vient de dire Fabien, sur le mal-être je dirais, du télétravailleur? Il y a eu le choc, moi je l'ai vécu aussi, hein. Du jour au lendemain, on est toute la famille à la maison. Moi j'ai des enfants de 11 et 9 ans. Donc il y a eu la situation où ils n'allaient pas à l'école. Ça c'était encore facile à gérer. J'ai eu la chance de pouvoir les laisser aller dehors. Après il y a eu la situation où ils font un peu d'école. Mais en fait, vous vous retrouvez avec une fonction supplémentaire, vous avez la joie de devenir enseignant. Et quand il faut jouer à être enseignant en même temps que faire du télétravail, là, franchement, c'est pas top. Et ça a été une situation qu'il a fallu gérer. La responsabilité professionnelle qu'on a envie de faire correctement,
la responsabilité qu'on a vis-à-vis des enfants. Et puis après, quand vous avez votre conjoint qui a aussi les mêmes responsabilités, qui est-ce qui va mettre de côté le travail pendant que les enfants doivent être accompagnés? La priorité, c'est quoi? C'est ce qu'il faut rendre, c'est la séance qui va arriver. Donc, il faut bien s'organiser. Et ça, c'est arrivé du jour au lendemain. Je ne vous cache pas que le jour où ils sont retournés à l'école, c'est devenu beaucoup plus facile. Tu m'étonnes. La situation, elle a touché aussi. Alors après, dans l'autre sens, moi j'ai des collaborateurs qui étaient soulagés de pouvoir faire du télétravail parce qu'ils n'avaient aucun moyen de garde. Parce que les enfants, une fois qu'ils sont rentrés à la maison et qu'ils n'avaient plus d'école à 100%, voilà, ils n'avaient pas ni de grands-parents, enfin surtout pas de grands-parents, vu qu'on n'avait pas le droit. Mais il y avait surtout pas, ils n'avaient plus de moyens de faire garder les enfants. Et sans la possibilité de faire du télétravail, ils auraient été assez coincés avec des enfants peut-être encore plus jeunes que les tiens. Et c'est vrai que quand les enfants ont repris à moitié, dans un premier temps, il a fallu se réorganiser pour ceux qui ont dû reprendre le travail. Et je pense que c'était pas évident. Par rapport à la remarque de Fabien, je pense que ça montre aussi qu'on parlait de formation du management, mais je pense qu'il faut aussi penser à des formations pour les collaborateurs, en tout cas de sensibilisation à ce nouveau mode de travail, pour que les personnes se rendent bien compte de ce que ça représente réellement. Et si tant que tu l'as pas vécu, comme tu l'as fait aussi toi avec des enfants ou avec d'autres responsabilités, c'est compliqué de se rendre compte. Est-ce que c'est vraiment bien, pas bien? Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver? Et je pense qu'on peut anticiper un petit peu en sensibilisant les gens dans des formations au travers d'autres outils qui permettent de communiquer là autour pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente. C'est pas si facile. Moi, le truc que je trouve vraiment bien, vous allez pouvoir me dire, c'est que comme on a été un peu obligé de tous faire du télétravail, on a ces séances avec des vidéos et tout à coup, vous avez vu avant, il y a quelqu'un qui passe derrière. Un peu avant, j'étais interrompu par un de mes enfants. Je crois qu'il y a plus d'indulgence de la part des autres personnes que ça fait un petit peu partie, on sait que c'est comme ça. Ce qui fait qu'on a moins besoin, en tout cas c'est mon ressenti, de cadrer pour surtout pas être dérangé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo d'un journaliste de la BBC où il y a son gamin qui arrive. C'était assez chou. Mais ça, c'est des choses qui font qu'on est plus humain aussi, même par la vidéo. Mais c'est vrai que la question d'organisation, elle est importante parce que moi, une des séances, on a dû arrêter. Parce que c'était plus faisable, c'était plus possible. Ils étaient pourtant les deux à la maison aussi, et c'était plus possible. Donc à ce moment-là, on arrête, on comprend, et puis on reprend plus tard quand c'est de nouveau possible. Mais une fois en tout cas, on a dû stopper la séance. C'était juste impossible. C'est intéressant, je trouve, de faire le lien avec ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est que ces deux éléments de manque de maîtrise des outils. Et puis de l'autre côté, finalement de ne pas se sentir si bien que ça dans le télétravail. Alors je rejoins mes collègues de dire qu'il y a eu un côté brutal, on a dû apprendre et puis que ce n'était pas forcément facile. Mais pour moi, ça met aussi en évidence le fait que les organisations avant Covid, elles n'étaient pas forcément toujours très orientées sur la collaboration et qu'on n'a pas vraiment bien été capable de gérer les nouveaux outils. Enfin, je fais toujours un peu référence à cet exemple, mais aujourd'hui, on a tous des téléphones portables et des lignes fixes déliées sur le portable, on a des emails avec des boîtes email personnelles. Donc, quand je suis en vacances, quand je ne suis pas au bureau, ça continue à être mon problème, alors qu'il y a quelques années, il y avait une déviation téléphonique, quelqu'un prenait en charge. Et ça, on ne l'a pas tellement travaillé, accompagné. Ce qui fait que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, les gens, ils sont tout seuls et ils doivent répondre tout le temps. Et on arrive à ces abus en vacances, je continue à être connecté, je continue à répondre à mes emails, je continue à répondre à mes téléphones, je ne peux pas couper. Et je pense que des personnes qui n'ont pas très bien vécu le télétravail sont peut-être des personnes qui ont expérimenté le fait justement de se retrouver un peu seules, encore plus par rapport à ça. Heureusement, j'ai aussi observé ce que tu disais, Stéphane, c'est que je pense qu'il y a un peu plus d'indulgence et on a recommencé à croiser un peu le personnel avec le professionnel. Je crois que c'était la philosophe Madame de Funès qui disait qu'une des conséquences de tout ça, c'est qu'on avait recommencé à imbriquer le professionnel et le personnel et remettre le travail au centre des foyers. Donc c'est probablement quelque chose de bien.
Mais néanmoins, pour moi, ça met quand même en évidence qu'on n'a pas été capable pour l'instant dans les organisations de bien gérer le fait que tous nos outils sont devenus individuels. Il y a des outils collaboratifs qui permettent de faire du télétravail. Mais être en collaboratif, c'est encore autre chose. C'est justement la dimension qu'on a encore très peu expérimentée. C'est ça. C'est comme nos téléphones, hein, nos smartphones, le nombre de fonctionnalités qu'on a achetées et qu'on n'utilise pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas besoin ou bien c'est parce qu'on ne les connaît pas? Et si c'est parce qu'on ne les connaît pas, c'est dommage. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités collaboratives qu'on doit encore découvrir. Moi, je connais un petit peu plus le monde autour de Teams. Il y a par exemple des outils comme Planner qui permettent de gérer tout ce qui est à faire dans l'équipe et avec la transparence totale. On sait qui fait quoi pour quand et on peut vraiment partager. Après, vous pouvez le remonter dans votre to-do sur votre smartphone et puis à chaque moment, là où vous êtes, vous avez le rappel de ce qui est opportun par rapport à votre situation. Je ne suis pas encore convaincu qu'on a conscience de ces possibilités-là. Moi, je partage, hein, Stéphane. Je pense qu'on n'est pas plus collaboratif et qu'on a encore vraiment des progrès à faire dans ce domaine-là. Et par rapport à la question, moi, je pense que les organisations qui vont prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé puis d'en tirer des enseignements vont probablement gagner quelque chose. Des autres, elles vont retourner assez rapidement dans le fonctionnement habituel parce que c'est pas naturel. Hein. Il ne suffit pas de 2 mois pour prendre des nouveaux réflexes. Je vais me permettre une petite anecdote personnelle. Je donne une formation à l'école d'ingénieurs en méthodologie et je les force à utiliser des outils comme ça. Et je les force à travailler en mode collaboratif. Et ils doivent faire une présentation. Et il s'agit de classes bilingues. Quand ils font la présentation avec un PowerPoint, je vois très bien qu'ils ont travaillé ensemble, mais je vois très bien qu'il y a un slide, c'est du français qui ressemble beaucoup à de l'allemand, et puis après, il y a un slide qui est très francophone. Parce qu'on croit que coopérer, c'est collaborer. Collaborer, c'est mettre les forces, les compétences de chacun au service du tout. Donc, quand il y a quelqu'un qui parle bien le français dans un groupe de germanophones, puis qu'il faut faire une présentation en français, moi, ça me paraîtrait évident que collaborer ferait qu'on lui demande de réviser toute la présentation. C'est déjà comprendre ce que ça veut dire collaborer, hein, aller chercher les compétences au service de l'équipe. Ça, on a encore du travail, à mon avis. Non, moi je réagissais juste, il y a toute une partie de questions qui sont liées, qui sont adressées plutôt aux formateurs. Alors, est-ce que par rapport aux formations en présentiel et autres, qu'on a juste effleuré de notre côté, je ne sais pas si c'est plutôt vous, Thierry, ou autre, qui devait donner un retour par rapport aux questions qui viennent, formation présentielle, formation à plus de 2 mètres, je ne sais pas, ou votre expérience. Je pense que au niveau des formations, c'est surtout d'avoir votre retour. Effectivement, je pense qu'il y aura des choses à faire. Christian a évoqué différentes manières de regarder la formation et aussi différents types de comportements. On a revient de parler encore de la collaboration, donc il y aura toutes sortes de choses à orienter par rapport à ça. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire aussi, François, si tu as une... Oui, la question elle est ouverte, mais est-ce que on peut tout faire en ligne? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que sur certaines choses, notamment le leadership, est-ce qu'on peut tout faire en ligne? La question est ouverte et d'ailleurs je vous la pose, messieurs. C'est aussi le même problème que les entreprises. Il faudra s'équiper, il faudra être performant dans les outils qu'on va utiliser pour ça. Il va falloir fixer des règles claires, hein, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport aux conférences qu'on peut faire vidéo. C'est qui part en premier. Enfin voilà, moi j'ai donné aussi des cours en WebEx. Il faut que le réseau Wi-Fi fonctionne bien. Il faut que, c'est beaucoup de choses qui font que il faut arriver à garder les personnes qui suivent le cours intéressées. Tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui se lève, qui va chercher un verre d'eau. Vous avez quelqu'un qui disparaît 2 minutes. Ces choses-là, je pense qu'on n'est pas encore complètement prêt à faire entièrement de la vidéo.
Le présentiel va revenir assez vite, je pense. Je crois que c'est l'interaction entre les personnes qui démontre le leadership, donc la formation doit se faire avec l'interaction entre les personnes. Le non-verbal, on met l'accent sur l'importance du non-verbal dans ces formations-là. Je pense qu'il faut le vivre aussi. Si c'est pour expliquer, vous vous souvenez de la taxonomie de Bloom, si c'est juste pour faire savoir quelque chose, vous pouvez le faire en e-learning. Mais la finalité, c'est quand même que ce soit appliqué sur le terrain. Et ça, à mon avis, vous ne pouvez pas. On est en train de mettre en place une plateforme d'e-learning. Et pour le faire, on a testé des formations, notamment une formation au leadership qui est supposée être bien. Je l'ai faite, je l'ai testée, je me suis diverti. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mais qu'est-ce qu'il y en a à retirer dans la pratique pour faire acte de leadership? Je ne suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Par contre, si c'est pour savoir, vraiment premier niveau, je pense que oui, il y a quelque chose de bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Il faut peut-être séparer déjà les choses. Il y a quelqu'un qui, dans le Q&A, a dit, mais au fond, on pourrait faire un peu des deux. Je ne sais pas si vous avez déjà animé avec la moitié derrière une vidéo et la moitié dans la classe. Pour moi, le dernier truc à faire. Ouais. Simplement parce qu'on n'arrive pas à adapter et on va frustrer quelqu'un. Donc, c'est vrai que le blended, bien sûr, mais le problème, c'est quand on se dit je veux faire du blended. Non, quel est le message que je veux passer? Et en fonction de cela, je prends la meilleure solution possible. Ça peut évidemment inclure du blended et ce n'est pas une mauvaise idée, loin s'en faut, mais peut-être pas. Et je pense qu'on va probablement revenir à cette situation, à dire qu'est-ce que je veux faire passer? Est-ce que je peux le faire en ligne? Pourquoi pas? Mais peut-être pas. Et je pense qu'il faut quand même être assez cohérent et ne pas oublier qu'il y a une mission à remplir. C'est cette mission qui compte. Vous avez évoqué aussi la formation managériale par rapport à ces outils collaboratifs. Moi, j'enseigne des outils, j'accompagne des équipes à des outils collaboratifs. Et puis, il y a toute une notion de culture dont parlait Christian Berson. Il y a une notion de former les managers qui ne sont pas du tout... des fois, ils ne connaissent même pas les capacités de ces outils collaboratifs. Vous avez évoqué, Stéphane, un outil de Microsoft pour gérer les projets. Et puis, en même temps, on a de la demande de ces équipes pour bien maîtriser ces outils, pour pas seulement maîtriser les outils, mais comprendre comment ils vont pouvoir les amener dans leur quotidien. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de faut pas confondre coopération et collaboration, parce que c'est des éléments qui sont nécessaires même quand on utilise un outil. Et aujourd'hui, les équipes, elles ont besoin d'être accompagnées. Et il y a un grand changement de paradigme au niveau de la formation, à mon sens, c'est qu'on va plus former avec un catalogue où les gens s'inscrivent, où les managers inscrivent leurs collaborateurs à un catalogue, mais on va demander, les entreprises, elles vont dire, on va passer à une nouvelle compétence pour l'entreprise et on va accompagner des équipes entières vers des nouvelles façons de travailler. Et c'est là qu'on va être plus efficient au niveau de la formation et de ce qu'on peut apporter. C'est ce que, je vous laisse réagir à ce que je dis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut faire les choses correctement, il faut investir sur des outils qui sont performants et puis et là je rejoins mes deux collègues sur une formation qui soit ciblée par rapport et au management et aux collaborateurs sur comment on fonctionne en télétravail. C'est un nouveau mode de travail. Même s'il existait avant, ça touchait moins de monde. Aujourd'hui, ça touche beaucoup plus de monde et c'est un nouveau mode de travail sur lequel il faut former les gens, que ce soit les managers ou que ce soit les collaborateurs. Donc oui, il faut injecter des moyens financiers, clairement. Il faut injecter en ayant calculé le retour. À mon avis, et ça se calcule. Et ça va conforter dans l'idée que c'est possible. Mais le gros souci, c'est de faire les choses à moitié. Il faut une culture, il faut des outils. Vous ne pouvez pas former une partie de l'équipe. Toute l'équipe doit être formée. Si vous voulez faire du collaboratif, puis que vous avez 2 personnes qui travaillent à l'ancienne, c'est toute l'équipe qui est prétéritée.
Donc, il va falloir aller par étapes, prendre des équipes qui ont envie, qui fassent des pilotes, qui démontrent que ça marche, qui donnent envie aux autres de partager la même façon de vivre. Et puis après, ça va créer une émulation dans l'ensemble de l'entreprise et puis vous pourrez créer une culture d'entreprise. Je ne crois pas qu'on peut dire c'est comme ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant et puis on déroule pour toute l'entreprise. Il faut démontrer. Oui, on revient à un concept de planification et d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne veut plus aller acheter sur le… Tiens, il y a une formation sympathique, faisons-la, mais créons quelque chose de plus concret avec des objectifs et tout ce qui va avec. Par rapport peut-être à la question de Simon qui demande ce qu'on retient comme enseignement personnel dans le fonctionnement, il dit quoi? Cette rupture a eu le mérite de remettre en question des fonctionnements pépères ancrés depuis trop longtemps. Si vous deviez retenir un enseignement personnel, moi je pense qu'il y a… Alors, personnellement, j'ai été étonné de voir l'agilité avec laquelle on a pu répondre aux besoins de télétravail. Et puis, d'un autre côté, moi, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a marqué surtout, c'est de voir le nombre de personnes qui tout d'un coup se sont dit c'est possible. Et il y en a eu beaucoup. Et j'étais effaré de voir qu'en fait, étonné, effaré, oui, mais en connaissant les gens, en connaissant la plupart, pas plus étonné que ça, mais c'était très flagrant. Et les gens sont venus en disant des services complets qui interdisaient le télétravail, alors que qui ne le favorisaient en tout cas pas, alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est sur leur activité, cette activité, c'est clairement possible. Et moi, ça m'a quand même marqué ça. Quels sont les 1 ou 2 points qui vraiment vous semblent importants pour le futur? Moi, ce que j'en retiens, je rejoins un peu Ludovic, c'est la capacité qu'il y a eu tout à coup de faire des choses qui paraissaient impossibles. Et puis moi, j'ai un rêve, un espoir dans ça, c'est qu'on a vu que les entreprises elles étaient capables d'arrêter de réfléchir qu'en termes de budget. On parlait tout à l'heure de 3 jours de formation, puis c'est 3 jours et pas plus. Et tout d'un coup, de revenir un peu sur la réflexion qui fait du sens et qui est utile. Donc, on a tout d'un coup acheté des PC portables alors qu'avant, il n'y avait pas le budget. On a augmenté les bandes passantes d'Internet alors qu'il n'y avait pas de budget. Et puis, on a un peu claqué le beignet aux financiers, aux contrôleurs financiers pour dire il faut reprendre en main la gestion de l'entreprise. Donc, moi, j'espère qu'on va être capable de continuer à devenir un peu plus entrepreneur et un peu moins gestionnaire. Voilà. Et c'était mon learning aussi à titre personnel puisque, comme je gère ma boîte, j'ai dû m'engager sur des dépenses et des choses que je n'aurais pas forcément faites et être un tout petit peu moins peureux sur certaines choses. Donc, j'espère qu'on va garder ce côté-là pour le bien des entreprises, mais aussi du pays. Merci, Christian. Et Stéphane, ton mot de la fin, si je puis dire. Alors, je rejoins les deux, que ce soit Ludovic ou Christian. Et Ludovic a dit « c'est possible ». Moi, j'aimerais surtout retenir ça. C'est possible. On doit trouver les bonnes formules, mais c'est possible. Et certains l'ont expérimenté. Et c'est autant de portes qui sont déjà ouvertes. Maintenant, il n'y a plus qu'à franchir le seuil. Et c'est à nous de pousser ces personnes à travers ce seuil. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Ok, merci de ces mots de la fin. Je pense que et merci pour la discussion. Je pense qu'elle a été animée et puis qu'on a abordé plein de sujets. Merci de l'invitation. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye, merci.